En 2008, sous le soleil implacable du Nouveau-Mexique, Albuquerque, cité historique célèbre pour ses paysages désertiques, a coupé le souffle et son riche héritage culturel pueblo semblait un havre de paix. Pourtant, cette façade sereine allait bientôt être brisée par un acte de violence indicible qui laisserait une empreinte indélébile sur la communauté et défierait la justice pendant des années. C'était un après-midi ordinaire. L'air était chaud et sec, typique de la région, alors que les ombres commençaient à s'allonger sur les maisons en adobe. Brittany Marcel, une jeune femme de 17 ans, pétillante et pleine d'avenir, venait de rentrer chez elle. Originaire d'Albuquerque, elle était connue pour son sourire contagieux et sa gentillesse. Ses amis la décrivaient comme une âme d'artiste, passionnée par la vie et toujours prête à aider les autres. Elle avait le monde à ses pieds, avec des rêves et des projets qui s'étendaient bien au-delà des limites de sa ville natale. La tranquillité de la rue fut brutalement interrompue par un cri perçant. C'était la voisine d'en face, Madame Dubois, une femme âgée aux cheveux argentés qui avait toujours veillé sur Brittany comme sur sa propre petite-fille. Inquiète de ne pas l'avoir vue depuis un certain temps et alertée par un silence inhabituel, elle s'était approchée de la maison de Brittany. La porte d'entrée était entr'ouverte, une anomalie dans ce quartier habituellement si sûr. Un pressentiment glacial l'envahit. En poussant la porte, elle fut confrontée à une scène d'horreur. Brittany gisait inconsciente sur le sol du salon, dans une mare de sang. Autour d'elle, le chaos, des meubles renversés, des objets brisés, témoins silencieux d'une lutte désespérée. Sans hésiter, Madame Dubois composa le numéro d'urgence, sa voix tremblante mais déterminée. L'appel fit l'effet d'une onde de choc. En quelques minutes, les sirènes déchirèrent le silence et les premières voitures de police convergèrent vers la rue, leurs gyrophares peignant des éclats rouges et bleus sur les murs crépis. Le détective Miller fut l'un des premiers à arriver sur les lieux. Vétéran de la police d'Albuquerque, il avait vu sa part d'atrocité, mais la jeunesse de la victime ajoutait une couche de gravité à cette affaire. Son regard expérimenté balaya la scène. Le salon, autrefois chaleureux, était dévasté. Un grand vase en céramique, qui avait probablement servi d'objet décoratif, gisait en 1000 morceaux, certains fragments présentant des taches sombres, suggérant qu'il avait pu être utilisé comme arme. Une commode avait été fouillée, ses tiroirs ouverts à la hâte, dispersant des vêtements et des effets personnels sur le tapis. L'impression initiale était celle d'un cambriolage qui avait mal tourné, une intrusion qui avait dégénéré en violence. Cependant, un détail troubla immédiatement le détective Miller. Malgré l'apparente effraction et le désordre, rien de valeur ne semblait avoir été dérobé. Les bijoux de Brittany étaient toujours sur sa coiffeuse. Son portefeuille, avec de l'argent liquide, se trouvait dans son sac à main, intact. L'ordinateur portable et les appareils électroniques, souvent cibles de voleurs, étaient également à leur place. Ce n'était pas un cambriolage typique. C'était personnel. La violence de l'attaque contrastait étrangement avec l'absence de mobile clair pour le vol. L'équipe médico-légale arriva rapidement, transformant la maison de Brittany en une ruche d'activités méthodiques. Chaque recoin était examiné, chaque indice potentiel photographié et catalogué. Brittany fut transportée d'urgence à l'hôpital, son état critique laissant planer une ombre de doute sur ses chances de survie. Le détective Miller, le visage grave, commença à interroger les voisins, cherchant la moindre information, le moindre témoignage qui pourrait éclairer cette sombre affaire. Les questions s'accumulaient, pesantes et urgentes. Qui avait pu faire une chose pareille à une jeune femme si aimée? Et pourquoi? L'affaire Brittany Marcel, une affaire qui allait hanter Albuquerque pendant des années, venait de commencer. Les premières heures furent cruciales. Mais les réponses étaient insaisissables, dissimulées dans le chaos de la scène de crime. Les experts de la police scientifique, sous la direction de la médecin légiste en chef, Dr Sylvie Moreau, commencèrent leur travail méticuleux. Chaque tache, chaque empreinte, chaque fibre était potentiellement une clé pour percer le mystère. Le sol fut scruté, les murs examinés, les fragments de verre du vase brisé soigneusement collectés.
C'était un ballet silencieux et sombre, où l'espoir résidait dans les plus infimes détails. Les questions du détective Miller résonnaient dans l'air, non pas à haute voix, mais dans l'urgence de son regard et la détermination de ses gestes. Il savait que la vérité, si elle existait, serait cachée dans les interstices de cette nuit tragique. L'enquête préliminaire révéla rapidement l'étendue de la violence. Les blessures de Brittany étaient graves, témoignant d'une attaque brutale. La nature de ces blessures laissait entendre une intention de nuire bien au-delà d'un simple vol. La maison, qui avait été un refuge, était devenue une scène de terreur. Les voisins, sous le choc, ne pouvaient offrir que des fragments d'informations, des observations anodines, qui, prises isolément, ne menaient nulle part. Un chien avait aboyé. Une voiture inconnue avait été vue dans la rue plus tôt dans la journée. Des bruits sourds avaient été entendus mais attribués à des travaux de construction voisins. Le puzzle était vaste, et les pièces semblaient éparpillées aux quatre vents. Le détective Miller savait que le temps était un ennemi. Chaque minute qui passait éloignait les enquêteurs de la vérité, permettant à l'agresseur de s'évanouir dans l'ombre. L'urgence était palpable, mais le silence des murs de la maison de Brittany était assourdissant. Il fallait trouver un point de départ, une piste solide, avant que l'affaire ne se noie dans la complexité de ses propres énigmes. Les indices étaient là, mais leur signification restait à déchiffrer. La ville, sous le choc, attendait des réponses. La famille de Brittany, anéantie, espérait un miracle. Et au milieu de ce désespoir, le détective Miller sentait le poids de cette attente sur ses épaules. La lumière du jour déclinait, plongeant la scène dans une obscurité grandissante. Mais l'activité des enquêteurs ne faiblissait pas. Les projecteurs de la police éclairèrent la maison, créant des ombres fantomatiques. Chaque mouvement était précis, chaque mot chuchoté. Le silence de la nuit portait le poids du drame. L'affaire Brittany Marcel était désormais une priorité absolue. Un mystère que la police d'Albuquerque était déterminée à résoudre. Mais à ce stade initial, la complexité de l'attaque et l'absence de mobile évident laissaient plus de questions que de réponses. Dr Sylvie Moreau, avec son équipe médico-légale, se penchait sur les détails les plus infimes. Les premières observations sur Brittany, encore à l'hôpital, permettaient d'estimer l'heure de l'agression entre 19h et 22h, une fenêtre de temps cruciale. Chaque blessure était documentée avec une précision chirurgicale, révélant la brutalité de l'attaque. Pendant ce temps, sur la scène de crime, les techniciens opéraient avec une minutie exemplaire. Le sol du salon, où Brittany avait été trouvée, révéla une empreinte partielle, probablement celle de la chaussure de l'agresseur. Elle était incomplète, mais suffisamment distincte pour être photographiée et analysée. Des fibres de tissu inconnues furent également découvertes, accrochées à un morceau de verre brisé du vase. Ces fibres, d'une couleur et d'une composition inhabituelles, furent soigneusement prélevées et scellées, représentant une piste potentielle, un lien tangible avec l'assaillant. Le détective Miller observait silencieusement, son esprit déjà en train de relier les points, de chercher un sens à ce chaos. La science forensique était leur meilleur allié dans cette quête de vérité. Pendant que la scène de crime était passée au peigne fin, d'autres officiers commençaient à sonder la vie de Brittany Marcel. Qu'est-ce qui pouvait attirer une telle violence sur une jeune femme si pleine de promesses? Les entretiens avec ses amis et collègues dressèrent le portrait d'une âme vibrante. Brittany était célibataire, mais sa vie sociale était particulièrement active, surtout au sein des cercles artistiques d'Albuquerque. Elle peignait, dessinait et participait à des expositions locales. Son talent était indéniable et sa passion contagieuse. Récemment, Brittany avait atteint un jalon important. Elle avait obtenu une prestigieuse bourse d'études pour une école d'art renommée à Paris, un rêve qu'elle chérissait depuis longtemps. Cette réussite, si elle était une source de joie immense pour elle et ses proches, avait aussi, semblait-il, suscité de la jalousie. Certains de ses pairs, moins chanceux ou moins talentueux, avaient exprimé un certain ressentiment. Des remarques aigres-douces qui, à l'époque, avaient paru inoffensives. Mais maintenant,
À la lumière de l'agression, chaque mot prenait une nouvelle signification. Des pistes plus mystérieuses commencèrent à émerger. Une amie proche de Brittany, Chloé Dubois, mentionna que Brittany avait reçu plusieurs appels anonymes de cabines téléphoniques au cours des semaines précédant l'attaque. Ces appels étaient brefs, souvent silencieux, ou se terminaient par des murmures inintelligibles. Brittany les avait d'abord ignorés, les attribuant à des erreurs de numéros ou à des farces. Mais la fréquence de ces appels avait commencé à l'inquiéter, bien qu'elle n'ait jamais réellement pris la menace au sérieux, ni n'en ait parlé à la police. Ce détail, révélé après l'agression, ajoutait une couche d'énigme à l'affaire. Le détective Miller commença à dresser une liste de suspects potentiels. Parmi eux, un ex-petit ami, David, avec qui Brittany avait eu une rupture houleuse quelques mois auparavant. Il avait un tempérament impulsif, mais il put fournir un alibi solide, confirmé par plusieurs témoins. Il était en voyage d'affaires à Phoenix au moment des faits. Un autre nom apparut. Un élève insatisfait de l'atelier d'art, où Brittany donnait parfois des cours. Cet élève, un jeune homme nommé Mark, avait été renvoyé pour comportement agressif et avait publiquement menacé Brittany, l'accusant d'injustice. Il avait un mobile, mais son alibi était également vérifié. Il était chez lui, malade, et sa famille pouvait en témoigner. Les enquêteurs explorèrent également la possibilité que l'attaque soit liée à la bourse d'études. Y avait-il quelqu'un qui avait postulé pour la même bourse et avait été refusé? Une rivalité professionnelle qui aurait dégénéré? Les questions persistaient, créant une toile complexe d'hypothèses. Le détective Miller sentait que l'agresseur n'était pas un étranger total. La nature personnelle de la violence, l'absence de vol et les appels anonymes suggéraient une connexion plus profonde, une motivation enracinée dans l'obsession ou la vengeance. Le portrait de Brittany, jeune femme talentueuse et admirée, commençait à se teinter d'ombres inattendues. Les pistes initiales, bien que prometteuses, se révélaient être des impasses, laissant l'équipe de Miller dans un labyrinthe d'incertitudes, mais déterminée à trouver la vérité, coûte que coûte. Les experts poursuivirent leur travail acharné, mais les premières semaines de l'enquête furent un véritable tour de force pour le détective Miller et son équipe. Plus de 40 personnes furent interviewées, amis de Brittany, voisins, collègues d'ateliers d'art et même d'anciens camarades de lycée. Chaque témoignage était une pièce du puzzle, mais aucune ne semblait s'emboîter parfaitement. Les récits se contredisaient parfois, les souvenirs étaient flous, et personne n'avait vu ou entendu quoi que ce soit d'assez significatif pour démasquer l'agresseur. Le silence des témoins était assourdissant, laissant les enquêteurs dans une impasse frustrante. Au milieu de cette mer d'informations fragmentées, un nom commença à émerger avec une persistance troublante. Zane Parker. C'était un voisin discret, un homme d'une trentaine d'années qui vivait quelques maisons plus loin. Zane n'était pas un étranger pour Brittany. Il avait été son élève dans un atelier de peinture informel quelques mois auparavant, et avait même postulé à la même bourse d'études prestigieuse pour Paris, une ambition qu'il n'avait jamais cachée. Il avait été rejeté, tandis que Brittany avait triomphé. Cette connexion, initialement perçue comme anodine, prit une nouvelle dimension à mesure que l'enquête progressait. Zane Parker fut interrogé. Son comportement était étrange, une sorte de calme forcé, presque impassible. Il affirma n'avoir rien vu, rien entendu, et avoir passé la soirée de l'agression chez lui, seul. Son alibi était difficile à vérifier, car il n'avait pas de témoins pour confirmer ses dires. Le détective Miller ressentait une gêne particulière en sa présence, une intuition que quelque chose clochait. Cependant, sans preuve concrète, il ne pouvait pas retenir Zane. Quelques semaines après l'agression, juste au moment où l'attention des enquêteurs se tournait plus sérieusement vers lui, Zane Parker disparut soudainement. Il avait déménagé pour une autre ville, Santa Fe, affirmant avoir trouvé un nouvel emploi à temps plein. Une vérification rapide révéla que cet emploi était en réalité un arrangement temporaire, presque une couverture, et qu'il avait quitté son ancien poste sans préavis.
Son départ précipité souleva des drapeaux rouges, transformant une simple suspicion en un intérêt majeur. Ce n'était pas une fuite, disait-il, mais une opportunité. Pour Miller, cela ressemblait plus à une tentative de se soustraire à l'enquête. Alors que l'équipe de Miller concentrait ses efforts sur la localisation et la réinterrogation de Zane, une découverte tardive et déconcertante vint jeter une ombre encore plus grande sur l'affaire. L'analyse détaillée des enregistrements téléphoniques de la ligne fixe de Brittany révéla un appel sortant effectué de son appartement, quelques heures après l'heure estimée de l'agression, alors que Brittany était déjà à l'hôpital, inconsciente. L'appel, bref et sans réponse, avait été dirigé vers un numéro inconnu. C'était une piste glaciale, un appel post-mortem, suggérant que quelqu'un était retourné sur les lieux du crime, ou y était resté plus longtemps que prévu. Qui aurait pu faire cela? Et pourquoi? La recherche de Zane Parker devint une priorité. Les enquêteurs le retrouvèrent finalement à Santa Fe, vivant dans un petit appartement, travaillant à temps partiel dans un café. Son histoire sur son nouvel emploi s'effondra sous le poids des faits. Confronté à ses mensonges, Zane resta évasif, invoquant le stress et la confusion. Il nia toute implication dans l'agression de Brittany et son alibi restait ambigu. Sans preuve matérielle le liant directement à la scène de crime, la police ne pouvait rien faire. Les fibres et l'empreinte partielle n'avaient pas encore pu être associées à lui. Les mois passèrent. Les pistes s'épuisaient. Le détective Miller et son équipe avaient suivi chaque fil, exploré chaque hypothèse. Mais l'affaire stagnait. La ville d'Albuquerque, initialement sous le choc, commençait à perdre espoir. Après 6 mois d'efforts acharnés et infructueux, l'enquête sur l'agression de Brittany Marcel fut officiellement classée. Le dossier fut étiqueté comme non résolu, un cold case, rejoignant la pile des mystères non élucidés qui hantent les archives de la police. La famille de Brittany, brisée, restait sans réponse, leur douleur aggravée par l'absence de justice. Le silence retomba sur l'affaire, mais pour le détective Miller, le sentiment d'échec persista, une ombre tenace dans son esprit. Le classement de l'affaire ne signifiait pas la fin de la douleur pour la famille et les amis de Brittany. Pour eux, le silence officiel amplifiait le sentiment d'injustice, laissant un vide abyssal. Brittany n'était pas seulement une victime, mais une jeune femme pleine de vie dont l'histoire méritait d'être honorée. Chloé Dubois, sa meilleure amie, ne pouvait se résoudre à l'idée que le cas serait laissé de côté. Brittany avait un éclat unique, une âme d'artiste, confiait-elle des années plus tard, la voix brisée. Elle rêvait de Paris, de créer. Perdre Brittany, c'était perdre une partie de nous-mêmes. Et savoir que personne n'avait payé pour ça, c'est insupportable. Chloé se souvenait des espoirs d'une vie future qu'elles avaient imaginée ensemble, une nostalgie éternelle. Le directeur de l'école d'art où Brittany avait excellé, M. Dubois, aucun lien de parenté avec la voisine, se rappelait également d'elle avec une affection particulière. Brittany Marcel était une étoile montante, un talent rare, déclara-t-il lors d'une interview bien après les faits. Son travail était audacieux, plein d'émotions. C'était une perte immense non seulement pour sa famille, mais pour le monde de l'art. L'idée qu'un tel potentiel ait été anéanti de manière si brutale et que l'agresseur reste impuni est une blessure ouverte pour notre communauté. Il décrivit une jeune femme déterminée, toujours prête à apprendre et à partager. Malgré le classement officiel, le détective Miller ne put s'y résoudre. Le dossier Brittany Marcel le hantait. Les images de la scène de crime, la douleur de la famille, tout cela s'était gravé dans son esprit. Il continuait en secret à revoir les éléments, à relire les rapports, à chercher ce détail manquant, cette piste ignorée. Les soirs, après ses heures de service, il se plongeait dans les boîtes de documents jaunis. Il avait le sentiment tenace que Zane Parker était lié à l'affaire, mais sans une preuve irréfutable, il était impuissant. Les mensonges de Parker, son calme étrange, sa fuite déguisée, tout criait à la culpabilité, mais la justice exigeait plus que des pressentiments. Cependant, la réalité du système policier était implacable.
Les ressources étaient limitées et de nouvelles affaires, plus urgentes et souvent plus violentes, s'accumulaient sur son bureau. La pression hiérarchique devint intenable. Son supérieur, le capitaine Roberts, un homme pragmatique et soucieux des statistiques, le força à lâcher prise. « Miller, je comprends votre attachement à cette affaire, mais nous avons d'autres cas à résoudre. L'affaire Marcel est un cold case maintenant. Il faut passer à autre chose. » À contre-cœur, le détective Miller dut se conformer, mais il ne put jamais vraiment abandonner. Le dossier restait dans un coin de son esprit, une énigme non résolue. Il savait que le temps n'effaçait pas les crimes. Il ne faisait que les recouvrir de poussière. Dans ses examens personnels du dossier, Miller s'était penché une fois de plus sur les fameux appels anonymes. Il avait découvert, enfouis dans les rapports initiaux, des mentions de notes anonymes également reçues par Brittany, bien que moins nombreuses que les appels. Ces notes, écrites à la main et glissées sous sa porte ou laissées dans sa boîte aux lettres, contenaient des messages ambigus, tantôt admiratifs, tantôt empreints d'une possessivité inquiétante. Elles avaient été analysées par un expert en graphologie à l'époque, mais les résultats n'avaient pas été concluants. L'écriture était trop commune, ou peut-être déguisée, pour être associée de manière définitive à un suspect connu. L'expert avait noté une certaine instabilité dans les traits, suggérant une personnalité obsessionnelle, mais sans nom à y apposer. Cette analyse additionnelle n'avait pas mené plus loin. Ces notes, comme les appels, avaient été considérées comme des pistes secondaires. Mais pour Miller, elles prenaient une nouvelle importance. Elles renforçaient l'idée que l'agresseur connaissait Brittany personnellement et avait développé une fixation sur elle. Le motif n'était pas le vol, mais quelque chose de plus sombre, de plus intime. La jalousie, l'obsession, le rejet. Ces thèmes résonnaient avec les profils des suspects initiaux, et surtout avec Zane Parker. Mais sans nouvelles preuves physiques, sans un témoignage inattendu, l'affaire restait figée dans le temps, un témoignage silencieux de la fragilité de la justice. Le cold case était devenu un fardeau, non seulement pour la famille de Brittany, mais aussi pour les âmes des enquêteurs qui avaient juré de la servir. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'agression brutale de Brittany Marcel en 2008. Le dossier, volumineux et poussiéreux, reposait dans les archives de la police d'Albuquerque, un témoignage silencieux d'une justice inachevée. Mais le temps, s'il estompe les souvenirs, peut aussi révéler de nouvelles vérités. C'est en 2018 qu'un jeune détective, Tristan Blackwood, fut affecté à l'unité des affaires non élucidées, une initiative ambitieuse visant à réexaminer les affaires non résolues grâce aux avancées technologiques et à une perspective nouvelle. Blackwood, un esprit vif et méticuleux, avait un respect profond pour les victimes et une foi inébranlable dans la capacité de la science à démêler les mystères du passé. Son bureau était un sanctuaire de dossiers anciens, et l'affaire Brittany Marcel fut l'une des premières qu'il choisit de revisiter. Il se plongea dans les archives avec une dévotion presque religieuse, lisant chaque rapport, chaque témoignage, chaque note du détective Miller. Les pages jaunies et les photos fanées prenaient vie sous son regard attentif. Il cherchait les détails oubliés, les pistes ignorées, que l'urgence de l'époque avait peut-être masquées. Le silence de la justice, pensait-il, était souvent le fruit d'une technologie limitée plutôt que d'une absence d'indices. Blackwood fut frappé par la minutie du travail initial du détective Miller, mais aussi par les limites évidentes des outils d'analyse de l'époque. Il se concentra d'abord sur les preuves matérielles collectées sur la scène du crime. Les fibres de tissu inconnues, soigneusement scellées pendant une décennie, furent envoyées à un laboratoire de pointe pour une analyse ADN plus poussée. À l'époque, l'ADN n'était pas aussi facilement extractible ou identifiable à partir de si petites quantités. Aujourd'hui, les techniques avaient évolué, offrant une fenêtre d'opportunité sans précédent. En réexaminant les photographies de la scène du crime avec des outils de reconstruction numérique, Blackwood remarqua un détail qui avait été enregistré mais dont l'importance n'avait pas été pleinement comprise.
Un petit bouton de chemise, de couleur sombre, retrouvé sous un meuble renversé, à proximité de l'endroit où Brittany avait été agressée. Il n'appartenait pas à Brittany et n'avait pas été formellement identifié comme appartenant à l'agresseur à l'époque. Il avait été catalogué mais n'avait pas donné de résultats probants. Aujourd'hui, ce bouton pouvait potentiellement contenir des traces d'ADN par contact ou des microfibres supplémentaires. C'était une piste froide qui se réchauffait. Blackwood passa également des heures à éplucher l'agenda de Brittany, un petit carnet à spirale rempli de rendez-vous, de croquis et de pensées personnelles. Parmi les notes quotidiennes, il découvrit des entrées qui, à l'époque, avaient été considérées comme sans importance. Brittany avait noté à plusieurs reprises des rencontres ou des interactions avec Zane P., souvent suivies d'une expression de malaise ou d'une interrogation. Encore Zane P., il est étrange, me regarde fixement. Ou il a parlé de la bourse, je n'aime pas ça. Ces phrases, autrefois anodines, prenaient désormais une signification sinistre. Elles confirmaient l'intuition du détective Miller. Zane Parker n'était pas un simple voisin ou un élève déçu. Il y avait une tension sous-jacente, un sentiment de malaise que Brittany avait ressenti. Le nouveau détective décida de recontacter les témoins clés de l'époque. Chloé Dubois, la meilleure amie de Brittany, avait vieilli, mais sa mémoire était toujours vive et sa douleur intacte. Lors de leur nouvelle entrevue, Blackwood lui posa des questions plus ciblées sur Zane Parker. Chloé se rappela alors des détails qu'elle n'avait pas jugés importants à l'époque ou qu'elle avait refoulés. Brittany se sentait mal à l'aise près de lui, dit-elle, les yeux embués. Il l'observait beaucoup. Une fois, après un cours, il l'a suivie jusqu'à sa voiture et lui a parlé de la bourse, disant qu'elle ne la méritait pas autant que lui. Brittany l'avait trouvé perturbant, mais elle ne voulait pas faire de vagues. Cette nouvelle révélation était cruciale. Elle confirmait que le malaise de la victime était réel et que Zane Parker avait une motivation claire, la jalousie et le ressentiment liés à la bourse. Blackwood comprit que Zane Parker n'était pas seulement un suspect avec un alibi ambigu et une fuite déguisée. Il était une figure d'obsession dans la vie de Brittany, un homme dont le comportement avait été négligé car il ne correspondait pas au profil typique du criminel violent. Les notes anonymes et les appels de cabine que Miller avait tenté d'analyser prenaient également une nouvelle dimension. S'il provenait de Zane Parker, il montrait une escalade de son intérêt malsain. Le détective Blackwood savait qu'il était sur la bonne voie. Les anciennes pistes, enrichies par de nouvelles technologies et des témoignages réexaminés, commençaient à former un tableau plus clair. Le puzzle, autrefois éparpillé, trouvait lentement ses pièces. L'affaire Brittany Marcel, longtemps gelée, commençait à dégeler, révélant les contours d'une vérité enfouie sous des décennies de silence. Les fantômes du passé, grâce à la persévérance et à l'innovation, commençaient à parler. La mémoire judiciaire était en marche, prête à réécrire la fin de cette tragédie. Les avancées technologiques des décennies suivantes allaient offrir au détective Blackwood les outils dont le détective Miller n'avait pu que rêver. Les fibres microscopiques, autrefois considérées comme trop insignifiantes ou trop difficiles à analyser, furent passées au crible d'une nouvelle génération d'analyses ADN. Les laboratoires modernes pouvaient désormais extraire des profils génétiques complets à partir de quantités infimes de matériel biologique, une véritable révolution. Le petit bouton de chemise sombre, retrouvé sous le meuble renversé et archivé avec tant de soin, fut également soumis à des tests exhaustifs. Contre toute attente, des cellules épithéliales, invisibles à l'œil nu, furent détectées sur sa surface, offrant une nouvelle fenêtre d'opportunité. Parallèlement, l'empreinte partielle découverte sur le sol du salon de Brittany, qui n'avait mené à aucune correspondance concluante à l'époque, fut numérisée. Grâce à des logiciels de reconstruction numérique sophistiqués, les experts purent affiner les contours, estimer la taille et le type de chaussure avec une précision jamais atteinte. Cette empreinte combinée aux nouvelles informations sur Zane Parker allait devenir un élément crucial. Blackwood sentait que la science était en train de combler les lacunes que le temps avait créées.
le nom de Zane Parker, désormais accompagné de l'intuition de Brittany elle-même et des soupçons de Miller, fut réintroduit dans toutes les bases de données modernes. Registres d'état civil, réseaux sociaux, archives de migration, tout fut scruté. Il était clair que Zane Parker avait tout fait pour effacer ses traces après son départ précipité d'Albuquerque. Cependant, même les fantômes laissent une empreinte numérique. Une correspondance indirecte fut finalement trouvée. Un homme nommé Warren Phillips, dont le profil correspondait étrangement à celui de Parker, âge, origine géographique initiale, même une ressemblance physique notable avec des photographies jaunies de Zane, vivait à Toulouse, en France. C'était une piste étonnante, un coup de théâtre qui donnait une dimension internationale à cette affaire locale. L'hypothèse que Zane Parker ait pu changer d'identité et s'exiler en Europe pour échapper à son passé prenait de l'ampleur. Une équipe d'enquêteurs fut discrètement déployée à Toulouse. La ville rose, avec ses briques et son ambiance vibrante, devint le théâtre d'une opération de surveillance méticuleuse. Pendant plusieurs semaines, l'équipe observa Warren Phillips. Son quotidien semblait banal. Il travaillait comme archiviste dans une petite bibliothèque, menait une vie solitaire et discrète, presque effacée. Mais sous cette façade de normalité, les détectives percevaient une aura de secret, une vigilance constante dans son regard. L'objectif principal était de confirmer l'identité de Warren Phillips et, surtout, de collecter un échantillon d'ADN pour le comparer aux preuves du crime. L'opportunité se présenta un après-midi ensoleillé. Warren Phillips s'était assis à la terrasse d'un café, lisant un journal et buvant un expresso. Après avoir terminé, il laissa sa tasse de café sur la table et s'éloigna. C'était le moment tant attendu. Un agent de surveillance, déguisé en touriste, récupéra la tasse avec le plus grand soin, la scellant immédiatement dans un sac de preuves stérile. Cette collecte d'ADN discrète était d'une importance capitale. L'échantillon d'ADN fut envoyé en urgence au laboratoire d'Albuquerque. Les jours qui suivirent furent remplis d'une tension palpable. Le détective Blackwood savait que tout reposait sur ce test. Si l'ADN correspondait, l'affaire, restée gelée pendant près de 30 ans, serait enfin résolue. Le verdict tomba quelques jours plus tard. Les résultats furent irréfutables. L'ADN de Warren Phillips correspondait parfaitement au profil génétique extrait des fibres de tissu et des cellules épithéliales du bouton retrouvées sur la scène du crime de Brittany Marcel. C'était Zane Parker. L'homme qui s'était évaporé dans la nature des années auparavant avait refait sa vie sous une autre identité, pensant avoir échappé à la justice. Mais la mémoire judiciaire avait une longue portée, et la science avait finalement rattrapé le passé. Blackwood avait désormais la preuve irréfutable pour confronter l'agresseur de Brittany. L'arrestation de Warren Phillips, alias Zane Parker, fut exécutée avec une précision militaire à Toulouse. Alors qu'il quittait son appartement, des agents en civil l'interceptèrent. Sa réaction fut d'un calme déconcertant, presque attendu. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il en français, sans résistance. Extradé vers les États-Unis, il fut confronté au détective Blackwood à Albuquerque. Lors de l'interrogatoire, Parker ne nia pas complètement les faits. Il admit avoir été présent ce soir-là, avoir eu une altercation avec Brittany, mais minimisa son rôle, parlant d'un accident, d'une bousculade. Son récit était parsemé de demi-vérités, révélant une obsession profonde pour Brittany, alimentée par l'envie de la bourse d'études et un sentiment de rejet. « Elle m'avait humilié, elle ne me voyait pas », expliqua-t-il, ses yeux froids. Les preuves finales furent implacables. Les empreintes digitales de Parker furent retrouvées sur le vase brisé, l'arme du crime, et une vieille caméra de surveillance d'un commerce voisin, oubliée à l'époque, fut réanalysée, montrant une silhouette ressemblant à Parker, quittant le quartier de Brittany, peu après l'heure estimée de l'agression. Le procès de Zane Parker s'ouvrit en 2019, 11 ans après le crime, un événement qui capta l'attention nationale. La sœur de Brittany, Sarah Marcel, livra un témoignage déchirant, décrivant la joie de vivre de sa cadette et le vide laissé par son agression.
Le journal de Parker fut présenté comme preuve, révélant des mois de pensées obsessionnelles, de fantasmes de contrôle et de jalousie envers Brittany, prouvant la préméditation. L'expertise psychiatrique le décrivit comme ayant une personnalité narcissique et manipulatrice, incapable d'empathie. Le détective Miller, désormais à la retraite, assista au procès, une lueur de satisfaction mêlée de tristesse dans les yeux. Le verdict fut prononcé. Zane Parker fut reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à 28 ans de prison, le maximum possible compte tenu des circonstances et de la législation de l'époque. Blackwood, après le verdict, visita la tombe symbolique de la jeunesse de Brittany. Il y déposa une fleur, réfléchissant à la justice tardive, à la persévérance. La vérité a mis du temps, Brittany, mais elle est là, pensa-t-il. L'affaire Brittany Marcel, un cold case devenu un symbole, montrait que même les ombres les plus longues finissent par être éclairées par la lumière de la justice. La mémoire judiciaire avait triomphé, offrant enfin un semblant de paix à une famille qui avait trop longtemps attendu.